Les enfants sont rois, partie 12. Au matin du 4e jour, après la disparition de leur fille, Mélanie Clos et Bruno Dior reçurent une enveloppe blanche à bulles de taille standard. Une main enfantine avait écrit le nom de Mélanie, seulement le sien, et leur adresse complète, bâtiment et étage compris. Un enfant très jeune, peut-être Kimi, avait recopié les mots. Bruno observa l'écriture appliquée, et une sueur glaciale glissa le long de son dos. Lorsqu'elle comprit de qui il s'agissait, malgré les impérieuses consignes qui leur avaient été répétées, Mélanie se jeta sur le courrier et le déchira. « Ne fais pas ça !» hurla Bruno. Elle ignora les protestations de son mari et glissa la main à l'intérieur de l'enveloppe. Elle en ressortit un polaroid, sur lequel elle découvrit Kimi. Cadrée de près, la petite fille était assise par terre, adossée à un mur blanc. Face à l'image, Mélanie se retint de hurler. Au fond de l'enveloppe, elle trouva ensuite une sorte de petit fagot. À mieux l'observer, le paquet avait été fabriqué à partir d'une feuille de papier de soie, pliée en plusieurs morceaux et fermée par du scotch. Il était accompagné d'un mot inscrit sur une carte lisse. Mélanie lut le message, et en une seconde, le tremblement de ses mains gagna tout son corps. Bruno attrapa le carton et découvrit le texte à son tour. « Si tu veux revoir ta fille, fais exactement ce que je dis. Filme-toi quand tu ouvriras le paquet et publie la vidéo. » Il se redressa. « Ne touche plus à rien. » Mélanie s'était figée, le paquet serré dans son poing. « Il faut prévenir Cédric Berger. Il y a des empreintes à prélever là-dessus. On va tout saloper. Ils nous l'ont répété 20 fois, Mel. S'ils nous contactent ou si on reçoit quoi que ce soit, on doit les appeler tout de suite. » Son ton était soudain devenu très ferme. Il s'approcha d'elle et tenta de desserrer ses doigts. « Non, non, suppliait-elle. Écoute-moi. On va d'abord faire ce qu'ils disent et ensuite on appelle. Je te le promets. » Pendant quelques secondes, ils se défièrent du regard. Bruno n'avait jamais vu sa femme dans cet état. Ses lèvres s'étaient vidées de leur sang, et ses yeux étaient ceux d'une folle. Il se dirigea vers la cuisine et revint avec un paquet de gants en latex qu'elle utilisait de temps en temps pour le ménage. Il en sortit une paire et la tendit à Mélanie. Sans un mot, elle s'installa devant la table et, après une hésitation, opta pour la position assise. Bruno alla chercher la caméra, la posa sur un pied et l'alluma. Dans le viseur, il vérifia que Mélanie était bien cadrée et se tint prêt à déclencher l'enregistrement. Elle enfila les gants, inspira profondément et entreprit d'ouvrir le petit fagot. Il filmait. Quand elle découvrit ce que le papier contenait, de là où il était, une chose qui semblait minuscule et presque invisible, elle poussa un hurlement. Elle s'effondra en larmes et il coupa la caméra. Bruno s'approcha. Ses jambes ne le portaient plus. Déconnectées l'une de l'autre, elles flageolaient et ne semblaient obéir que partiellement à son cerveau. Avant de regarder ce que sa femme avait découvert, il prit lui aussi le temps de s'asseoir, conscient de différer une vision qui risquait de l'anéantir. Puis il se pencha sur le papier rose, où il vit un ongle d'enfant, lisse et propre, arraché de l'index ou du majeur, à en juger par sa taille. Il se retint de mettre un coup de poing dans le mur, attrapa son portable et composa le numéro de Cédric Berger. Dans les cas de disparition de mineurs, l'auteur présumé est généralement désigné par « il ». Hors de la sphère familiale, les homicides et les viols d'enfants sont, dans 98,7% des cas, commis par des hommes. Lors d'un enlèvement avec demande de rançon, le pluriel s'impose.
Les ravisseurs ne tarderont pas à préciser leur demande. La langue épouse les statistiques. Pourtant, même après avoir reçu l'enveloppe contenant la photo de Kimi Dior et son étrange requête, les enquêteurs continuaient d'utiliser le singulier. Sans raison apparente, l'inconscient de la brigade envisageait un homme qui avait agi seul. Au lendemain de l'enlèvement, il avait donc posté ce courrier quelque part, dans l'une des boîtes du 10e arrondissement de Paris. Affranchie avec un timbre vert, non prioritaire, la lettre avait mis 2 jours pour parvenir à Mélanie Clos. Le ravisseur n'était pas pressé. Sur le polaroid, les vêtements et les chaussures de la petite fille étaient bien ceux qu'elle portait le jour de sa disparition. Kimi regardait l'objectif avec un air sérieux, concentré. Aucune trace de contention ni de blessure n'était visible. Les instructions qui accompagnaient le paquet avaient été écrites à la main, en lettres capitales. Mais Clara n'avait pas tardé à découvrir un second message, griffonné au crayon sur le papier de soie qui entourait l'ongle. « N'oublie pas la vidéo, sinon la prochaine fois, tu recevras un doigt. » Un double message, une écriture à la main, on pouvait y voir une forme d'amateurisme ou d'improvisation. Peut-être un trompe-l'œil. Ou une stratégie retorse, conclut Lionel Terry. Face à ses équipes, le patron affichait sa perplexité. Depuis le début, la brigade criminelle attendait une demande de rançon. Cette hypothèse, ainsi que la notoriété de l'enfant, avait conduit le parquet à la saisir du dossier. Pour l'instant, le ravisseur ne demandait qu'une chose, que Mélanie poste une vidéo. Pas n'importe laquelle, néanmoins, précisa Clara. Une vidéo d'unboxing, comme ses enfants en ont tourné des centaines. Après un court silence, elle ajouta : « Mais cette fois, c'est elle qui ouvre le paquet. » Selon les experts, la photo datait du lendemain de la disparition. L'ongle reçu était bien celui d'un enfant de 6 ans, mais il avait été nettoyé, rendant peu probable le succès d'une analyse plus précise. La brigade devait maintenant prendre une décision, accéder ou non à la demande du ravisseur. En cas de demande de rançon, la stratégie consistait généralement à gagner du temps. Pour l'instant, le ravisseur ne demandait pas d'argent, il ne donnait pas de rendez-vous, il ne réclamait rien d'autre qu'une vidéo qu'il pourrait voir de chez lui ou de n'importe quel cybercafé, invisible parmi la multitude de fans ou de curieux qui ne manqueraient pas de la regarder en boucle, sans parler de l'algorithme qui, en vertu de sa viralité probable, continuerait longtemps à la promouvoir. Fallait-il céder, en espérant que le ravisseur précise ensuite ses exigences, ou bien attendre, au risque de recevoir une autre preuve de sa détermination? Les avis étaient partagés. Après un débat sous haute tension, Lionel Terry trancha. Il fallait faire un pas dans sa direction, l'obliger à sortir du bois, à établir un contact, à se manifester de nouveau. Mélanie Clos allait donc accomplir ce qu'il exigeait d'elle. Une nouvelle discussion s'engagea pour savoir sur quels médias il fallait diffuser la vidéo. Clara fut formelle. YouTube était le lieu de l'unboxing. Vers 19h, depuis les bureaux du Bastion où son ordinateur était toujours saisi, Mélanie Clos publia donc sur la chaîne Happy Récré la vidéo tournée par son mari. Avec pour seul titre la date du jour, celle-ci durait une quarantaine de secondes et n'était accompagnée d'aucun commentaire. On y voyait Mélanie ouvrir le paquet, crier, puis cacher son visage dans ses mains. Muette, brève, énigmatique, ces images n'en contenaient pas moins une réelle intensité dramatique. Quiconque les découvrait pour la première fois, même hors de leur contexte et dépourvu de toute explication, comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un canular ni d'une mise en scène. La vidéo,
aussi courte soit-elle, convoquait le spectateur dans un drame. La souffrance de Mélanie devenait un spectacle, dont la violence implicite garantirait sans aucun doute la viralité et le succès. Peut-être était-ce très précisément l'effet recherché. De fait, dès que la vidéo fut mise en ligne, la rumeur jusque-là plus ou moins contenue déferla en quelques secondes sur tous les réseaux sociaux. Kimi Dior avait été kidnappée. Les images de Mélanie Clos furent dupliquées et commentées à l'infini. La plupart des interprétations convergeaient vers la même conclusion: la mère avait reçu une phalange de l'enfant. Clara venait d'avoir 13 ans quand ses parents avaient enfin accepté d'acheter une télévision. Après des années de vaines discussions et de refus réitérés, elle avait dû déployer les grands moyens. Campagne d'affichage sur les murs du salon et de la cuisine, création d'un mouvement de contestation in situ, pétition et distribution quotidienne de tracts. Un comité de soutien réunissant son chien mystique, sa cousine Elvira et son cousin Mario s'était rapidement constitué. Un premier sitting sous les fenêtres de l'appartement avait ébranlé les convictions parentales. Un second devant la loge du gardien, destiné à rallier de nouveaux sympathisants, avait eu raison de leur détermination. Clara avait fini par obtenir gain de cause. Enfin, elle allait pouvoir discuter avec ses copines de Charmed, de Friends et de Dr. Queen. Elle dut attendre Noël pour que sa victoire se concrétise. Chez Darty, Réjeanne et Philippe avaient choisi un poste de taille moyenne auquel il avait fallu trouver une place dans le salon. Quelques mois plus tard, Philippe regardait régulièrement Arrêt sur image et Des mots de minuit, tandis que Réjeanne ne ratait aucun épisode d'urgence. Si le temps passé par Clara devant le poste restait officiellement réglementé, les nombreuses activités de ses parents à l'extérieur lui laissaient une marge de transgression non négligeable sur laquelle Philippe et Réjeanne fermaient les yeux. Le soir, quand ils étaient tous les trois à la maison, Philippe aimait s'asseoir à côté d'elle pour analyser les images. Peu à peu, il lui avait appris à décrypter la fabrique du spectacle médiatique. L'emploi du conditionnel pour pallier l'absence d'information, les raccourcis du journal de 20 heures, la dramaturgie des reportages ou des magazines économiques et l'irréductible fiction des programmes de télé-réalité. Philippe s'intéressait en particulier aux premières chaînes d'information continue, à leur grammaire, à leur vocabulaire et à leur fantastique aptitude à meubler le vide. Clara et lui avaient inventé un sketch, l'envoyé sur place en direct du grand rien, qu'il ne ratait pas une occasion de se jouer. Clara l'avait compris une fois adulte, alors que ses parents n'étaient plus là. Elle avait été la fille unique et choyée d'un couple d'amoureux militants. Parmi leurs amis, Réjeanne et Philippe avaient été les premiers à avoir un enfant. Ils étaient très jeunes quand elle était née, et ils l'avaient emmenée partout. Clara avait été de toutes les fêtes, de tous les pique-niques, de toutes les réunions. Parmi les anecdotes 100 fois racontées, la fête qui avait suivi la première manif à laquelle Clara, âgée de quelques mois, avait participé, était l'une de ses préférées. Arrivés en début de soirée, Réjeanne et Philippe avaient déposé sur le lit de leurs hôtes le couffin dans lequel elles dormaient. Puis d'autres amis et d'autres gens étaient arrivés. Serrés dans le petit salon, ils avaient bu et discuté. 2 heures plus tard, Réjeanne avait découvert le couffin enseveli sous un tas d'écharpes et de manteaux, dans lequel, impassible, elle dormait toujours. La frayeur rétrospective était entrée dans la légende familiale, et Philippe en avait conclu que sa fille ne manquerait jamais d'air. Elle avait grandi au milieu des conversations d'adultes,
bercée par les mots reproduction, domination, violence, insoumission, combat, et bien d'autres encore. Enfant, Clara avait une conscience aiguë de la misère du monde et du privilège d'être née au bon endroit. Lorsqu'à 6 ans elle avait cessé de grandir, parmi les hypothèses envisagées pour expliquer l'arrêt de sa croissance, la chute n'avait pas été la seule. Pendant quelques mois, Clara avait vu un psychologue qui s'inquiétait de sa maturité et d'une lucidité qu'il jugeait préoccupante pour son âge. Avec fermeté, il avait recommandé à ses parents de la tenir à l'écart de certaines discussions. De son éducation, elle avait gardé le souci de l'exigence et l'esprit de résistance. Elle tentait de prendre part aux choses sans cesser de s'interroger. Et c'est avec ce même regard qu'elle appréhendait son travail. Elle pensait souvent à l'amour que ses parents avaient l'un pour l'autre. Il avait été pour elle une source d'équilibre, une force, indéniablement. Mais aujourd'hui, au centre de cette mythologie que rien ne pourrait nuancer ni contredire, cet amour était devenu un modèle inaccessible. Certaines affaires réactivaient les souvenirs, les traumas. Ils en parlaient parfois entre flics, du bout des lèvres, mais il était rare qu'ils admettent qu'ils éprouvaient de l'empathie, de la haine, ou qu'une histoire résonnait plus fort qu'une autre. Ils devaient montrer leur solidité, leur sang-froid, pas leurs affects. Un soir, elle s'en souvenait, Cédric avait rompu le silence. À Clara, il avait raconté combien les homicides conjugaux l'empêchaient de dormir. Son père était violent avec sa mère et à plusieurs reprises avait failli la tuer. Chaque fois que dans sa carrière il avait été confronté à cela, il avait senti son métabolisme se modifier. Il suffisait de quelques mots, de quelques images pour que circule dans son sang une inquiétude amplifiée contre laquelle il avait appris à lutter. Clara était sortie du bastion 1 heure plus tôt. Elle avait d'abord différé sa descente dans le métro, puis une fois de plus, avait décidé de rentrer à pied. Un bonnet de laine enfoncé sur la tête et les mains protégées par des gants, elle marchait maintenant le long de l'avenue de Saint-Mandé, consciente que la disparition de Kimi Dior la renvoyait étrangement à la petite fille qu'elle avait été, et sans doute à celle qu'elle n'aurait jamais. Comme ses collègues, Clara aimait travailler dans le silence et à l'abri de la lumière. Obscure et sans gloire, telle avait été à une époque la devise, réelle ou fictive, des enquêteurs de la crime. La trêve, elle le savait, était terminée. Une bombe venait d'exploser dans les médias et sur les réseaux sociaux. Désormais, les projecteurs seraient braqués sur eux. Parents, familles, flics, voisins, et aucun n'échapperait au radar. 1 heure après la diffusion de la vidéo, une dizaine de journalistes faisaient déjà le pied de grue devant le bastion. D'autres avaient investi la résidence du Poisson Bleu, d'autres encore avaient pris d'assaut les commerces alentours. Les envoyés sur place en direct du Grand Rien étaient à l'œuvre. Le nez rougi par le froid et le micro à la main, ils resteraient là jusqu'à la fin, en quête d'anecdotes, d'hypothèses et de commentaires. Quand Mélanie balayait l'écran de son téléphone portable vers la droite, une sélection d'informations récentes s'affichait. Des alertes dont le caractère spectaculaire, sensationnel ou scandaleux ne lui échappait pas. Sans doute était-ce d'ailleurs la raison pour laquelle elle balayait son écran. Le matin au réveil, dans la journée, lorsqu'elle s'accordait quelques minutes de pause, aux toilettes, dans la file d'attente du supermarché, le soir, juste avant de se coucher. Si elle avait dû évaluer combien de fois dans une journée elle reproduisait ce geste, elle aurait été au-dessous de la réalité,
car celui-ci, une simple virgule dessinée du pouce, était devenu, pour elle comme pour beaucoup, une manière d'être reliée au monde, ou plutôt à la propension du monde à produire du drame. Aussi, vers 22 heures ce soir-là, Mélanie lut pour la 20e fois les alertes apparues sur l'écran de son iPhone. News, ici.fr. En direct, la petite Kimi, star de YouTube, a disparu depuis 4 jours. bfmtv.com. La vidéo de l'enfer. À la demande du ravisseur de sa fille, la mère de la petite Kimi publie une vidéo. Ouestfrance.fr. Virus de la tomate. Contamination confirmée dans une exploitation du Finistère. Leparisien.fr. Allocation chômage, ce qui va changer en 2020. Météo. Châtenay-Malabry, ensoleillé. Risque de pluie, 20%. En temps normal, elle se serait arrêtée sur la première nouvelle et par une curiosité naturelle pour le fait divers, aurait effectué des recherches complémentaires, malgré un vague sentiment de culpabilité. Quelle horreur, aurait-elle songé, et son corps aurait éprouvé une émotion réelle, de peur et de chagrin mêlés, une sorte d'élan compassionnel, doublé du soulagement de ne pas être concernée. Car elle le savait, il fallait entrevoir la catastrophe pour mesurer l'étendue de sa propre quiétude. Lorsqu'on a conscience que les vies basculent en un éclair dans des drames irrémédiables, la paix devient plus précieuse encore. Sauf que cette fois, ce n'était pas une petite fille qui avait disparu, c'était sa petite fille. Dans la soirée, Mélanie Clos et son mari avaient été transférés sous un faux nom au Tim Travel, un hôtel relativement récent situé à une centaine de mètres du bastion. Une suite junior, spacieuse et claire, avait été mise à leur disposition. Calfeutrés chez eux depuis la veille, les parents de Bruno avaient réussi jusque-là à protéger Samy des photographes et à le tenir éloigné de la télévision. Mélanie avait publié cette vidéo et dans la seconde qui avait suivi, le compteur de vues s'était mis en marche. Avant de se coucher, elle tourna en rond pendant quelques minutes, hésita, puis ne put s'empêcher de regarder le tableau de bord de sa chaîne. Les statistiques étaient automatiquement produites par YouTube. Mise à l'honneur, sa nouvelle vidéo apparaissait sur la première page, accompagnée du commentaire suivant: « Votre dernière vidéo enregistre des performances exceptionnelles. » En pareille circonstance, Mélanie percevait l'absurdité et la violence de ce commentaire généré par une machine, mais elle ne pouvait en détacher le regard. Indéniablement, les autres vidéos de Happy Récré avaient profité de ce coup de projecteur. Toutes les données étaient au vert. Sur les 24 dernières heures, l'audience avait progressé de 24%, la durée de visionnage de 23% et les revenus de 30%. En caractères gras et en majuscules, la plateforme la complimentait. « Excellent, votre chaîne a enregistré 32 millions de vues au cours des 28 derniers jours. Félicitations !» Mélanie relut les commentaires plusieurs fois. Elle se sentait flattée, récompensée. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle fut envahie par un sentiment de dégoût. Oui, elle se dégoûtait. Elle pensa à ce plaisir qu'on éprouvait parfois à respirer ses propres odeurs corporelles. Odeurs de transpiration, de fluide, de cheveux sales. Enfant, quand elle ôtait ses chaussettes, elle les portait ensuite à ses narines pour les sentir. C'était exactement ce qu'elle était en train de faire. Au matin du 5e jour après la disparition de sa fille, Mélanie se leva juste avant 6 heures.
Les anxiolytiques lui avaient accordé 3 heures de sommeil. Ce n'était pas si mal. Dès le réveil, l'angoisse se manifesta. Un fluide acide se propageait dans son corps et sans relâche entravait sa respiration. Par moments, Mélanie se retenait de hurler en se roulant par terre. À d'autres, elle cherchait juste un endroit où se recroqueviller. Elle rêvait d'enfouir sa tête à l'intérieur d'une matière molle et de perdre conscience. Des images de Kimi, son sourire, sa frimousse adorable, ses gestes de petite fille, venaient sans cesse la percuter. Parfois, dans le silence, elle entendait sa fille l'appeler au secours. Jamais auparavant, elle n'aurait pu imaginer une telle souffrance et l'effort qu'il lui fallait à présent déployer pour tenir debout. Leur vie s'était arrêtée, et pourtant le temps continuait de s'écouler au même rythme, peut-être un peu plus lent, oui, peut-être ralenti, mais elle n'en était pas tout à fait sûre, elle n'était sûre de rien, comme si une partie de ses perceptions premières, essentielles, avait été amputée. Par moments, elle ne savait plus où elle se trouvait, ni l'heure qu'il était. Toutefois, la lettre reçue la veille lui avait redonné espoir. Kimi était vivante. Elle s'approcha de la fenêtre. Pendant un instant, elle regarda la ville s'éveiller. Les premières livraisons, les premiers piétons sortant du métro et le balai des camionnettes vertes de la mairie. Sur Internet, il était devenu impossible d'échapper à l'information. Sur tous les moteurs de recherche, disparition, morte, enlèvement, rançon, phalange coupée étaient les mots-clés les plus fréquemment associés à Kimi Dior. Les suppositions se multipliaient. Certains affirmaient, de sources sûres, que la demande de rançon s'élevait à 1 million d'euros. D'autres pointaient les incohérences de l'histoire, sa révélation tardive, privilégiant l'hypothèse d'un faux kidnapping organisé par la famille à des fins publicitaires. La veille, la mère de Mélanie l'avait appelée. Sanglotant au téléphone, elle reprochait à sa fille de ne pas la tenir informée. Elle aussi avait le droit de savoir. Les parents de Bruno n'étaient pas les seuls à s'inquiéter, déjà qu'il avait fallu supporter toutes ces questions, ces insinuations, ces vérifications. Mais maintenant que tout le monde était au courant, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mélanie l'avait écouté se lamenter sur son propre sort. « Tu ne veux rien nous dire, tu n'en as rien à faire de nous, tu ne te rends pas compte. » Sans prononcer un mot. À aucun moment sa mère ne s'était inquiétée de savoir comment elle allait, n'avait demandé des nouvelles de Samy, n'avait exprimé de la compassion pour Kimi ou pour qui que ce fût. Sa mère s'était plainte de tous ces gens qui défilaient chez eux ou les harcelaient au téléphone pour en savoir davantage sur l'enquête, chez eux ou chez Sandra d'ailleurs, au point que sa sœur avait dû retirer ses enfants de l'école. Tout cela était très difficile pour elle, ces indiscrétions, cette pression médiatique, d'autant qu'elle apprenait par Internet les rebondissements de l'affaire. Elle avait employé ce mot, rebondissement, et Mélanie avait raccroché. Comme anesthésiée par le ronronnement du système de climatisation, elle s'était alors laissée envahir par un immense découragement. Sa mère avait tenté de la rappeler, incapable d'imaginer que l'interruption de la conversation pût être volontaire, mais dès la première sonnerie, Mélanie avait rejeté l'appel. Ce geste, répété 3 fois, l'avait soulagée. Elle ne devait pas se laisser aller. Elle devait tenir. Elle n'était pas seule. Elle avait une communauté, une famille de cœur. Car sur son compte Instagram, des centaines de messages lui étaient adressés. Des messages de soutien, de compassion, des avalanches de « j'aime », des cœurs de toutes les couleurs, des émoticônes débordant d'amour. Sa mère n'avait pas sauté dans un train pour être à ses côtés. Sa mère était restée chez elle pour répondre aux questions des voisins. C'était un constat qu'elle ne pouvait contourner.
Mais ses abonnés, eux, ceux qui la suivaient et l'aimaient depuis longtemps, étaient là, avec elle, près d'elle. Ils lui souhaitaient bon courage et l'assuraient de leur soutien. Sous l'effet du somnifère qu'il avait fini par prendre, lui aussi, tard dans la nuit, Bruno dormait encore. Pour la première fois depuis 4 jours, Mélanie avait faim. Elle hésita à appeler le service en chambre pour commander un petit déjeuner, puis décida d'attendre le réveil de son mari. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Le jour se levait. Le mouvement de la ville s'était intensifié. La circulation était plus dense. Des hommes et des femmes surgissaient de plus en plus nombreux des bouches de métro. Vus d'en haut, leurs silhouettes semblaient glisser sous la bruine. Au bas de l'immeuble, le tramway passait à intervalles réguliers, laissant entrer et sortir les voyageurs par grappes. Des gens pressés, parfois usés, mais fidèles à leur routine. Des gens dont la vie n'avait pas sombré dans un océan d'angoisse. Mélanie resta ainsi un moment, le nez collé à la vitre. Puis elle se retourna vers la chambre et observa son mari en train de dormir. Bruno était allongé sur le dos, un bras le long du corps, l'autre en équerre, posé au-dessus de la couette. Son front, ses paupières, ses sourcils étaient parcourus de minuscules sursauts. Sous l'effet d'images, d'impressions ou de rêves dont il ne garderait sans doute aucun souvenir, comme autant d'infimes décharges d'électricité, son visage ne pouvait trouver le repos. Mélanie s'approcha de lui jusqu'à percevoir son haleine. La peau de Bruno était lisse. Il était beau. Il mangeait sainement, ne fumait pas, pratiquait plusieurs sports. Il était l'homme dont elle avait toujours rêvé, un homme sur lequel on pouvait compter. Bruno l'avait toujours suivi. Sans hésiter, il avait quitté son travail pour se lancer avec elle dans cette conquête virtuelle qu'elle avait menée jusqu'au sommet. Il avait renoncé à une belle carrière d'informaticien. Il s'était formé à la prise de vue, au montage, à la comptabilité, aux effets spéciaux. Il avait cru en elle, en ses capacités, en son pouvoir de changer leur vie. Bruno était un homme loyal, qui ne la trahirait jamais. Il l'admirait. Combien de fois l'avait-elle entendu dire en plaisantant à propos de leur famille ? « C'est ma femme qui commande » ou « Il faut voir ça avec la patronne ». Bruno était un homme moderne, un homme bon et pragmatique. Il n'avait pas besoin de diriger ni d'être le chef pour affirmer sa virilité. Il était de ces hommes sur lesquels une femme pouvait s'appuyer. Dans la semi-obscurité, elle observait son torse se soulever au rythme de sa respiration. De temps à autre, dans le silence de cette pièce parfaitement isolée des bruits extérieurs, son mari laissait échapper un gémissement bref. Elle eut envie soudain de caresser ses cheveux, de l'embrasser, puis renonça, de peur de le réveiller. Mélanie se déshabilla devant la glace de la chambre et se trouva nue face à son propre reflet. Elle s'approcha jusqu'à ce que son souffle se dessine en buée sur la surface lisse du miroir. Un coup de tête sec, rapide, ouvrirait son front et répandrait le sang sur son visage. L'image la traversa, puis elle tourna le dos et s'enferma dans la salle de bain pour prendre sa douche. Alors que l'eau chaude glissait le long de sa peau, elle prit le temps de se regarder. Ses cuisses, son ventre, ses seins. Elle avait longtemps rêvé d'avoir un autre corps. Un corps désirable au premier coup d'œil, un corps explicite, évident, un corps dessiné pour le sexe, comme celui de Nabila, de Savane, de Vanessa. Elle avait rêvé de posséder leurs jambes longues, leurs fesses rebondies et musclées. Son corps n'était pas si attirant. Il n'était pas perfectible comme l'était celui de ces femmes qui continuaient de le transformer pour le rendre plus désirable encore.
C'était un corps ordinaire, ni plus laid, ni plus beau que la moyenne. Elle avait eu 2 enfants, et avec le temps, il s'était légèrement épaissi. Sa peau s'était relâchée, mais ses seins étaient intacts, pleins, denses, tendus vers l'autre. Elle ferma les yeux, et une image la traversa. Des mains caressaient ses seins, ou plutôt, ses seins étaient entièrement contenus par des mains larges, avides, qui n'étaient pas celles de son mari. Lorsqu'elle sortit de la douche, Mélanie prit une décision. Elle allait s'habiller, sortir et marcher jusqu'au numéro 36 de la rue du Bastion. À l'accueil, elle demanderait à parler à Clara Roussel et elle lui raconterait tout.